C'est bon? Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier webinaire du CEP IAE de Poitiers. Je suis Inès Delaville, professeure des universités à l'IAE de Poitiers et directrice du CEP, localisé à Angoulême. Donc le CEP, c'est le Centre européen des produits de l'enfant, mais aussi le Centre européen du packaging et de l'emballage. On existe depuis 22 ans sur Angoulême et on propose 2 masters dans les domaines de spécialité que je viens de vous citer. Alors, nous savons qu'il est parfois très difficile pour un étudiant qui envisage sa poursuite d'études de choisir le bon master en marketing parce que l'offre est aujourd'hui énorme. Et donc, l'idée aussi pour l'étudiant, c'est de choisir un master qui lui ouvrira des perspectives professionnelles réelles, prometteuses, dans des entreprises et des organisations dynamiques. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à un format un peu nouveau pour nous, qui est d'organiser ce webinaire afin de vous mettre en contact directement avec des diplômés du CEP IAE de l'Université de Poitiers qui vont pouvoir à la fois témoigner de leur parcours, mais aussi vous éclairer sur les différentes facettes du marketing digital dans les entreprises. Alors le format, c'est 30 minutes d'échange avec nos 3 invités que je vais très rapidement introduire. Et puis ensuite, 30 minutes de réponse aux questions que vous poserez dans le chat. Donc surtout, n'hésitez pas pendant qu'on discute du marketing digital à poser vos questions dans le chat puisque Anita, que vous ne voyez pas mais qui est juste à côté de moi, est là pour surveiller le chat et faire une synthèse des principales questions que nous pourrons renvoyer à nos 3 invités. Alors, je suis extrêmement contente d'accueillir aujourd'hui 3 diplômés du CEP IAE de Poitiers. Donc, tout d'abord, Maria Duprat, qui elle est Digital Marketing and Platform Lead pour le groupe Jumbo 17, qui est un fabricant de jeux et jouets européens. Bonjour Maria. Bonjour. Voilà. Ensuite, on accueille aussi Julien Bielek, qui lui est directeur commercial de Smoby Toys France. Donc, il y a toute la charge de la négociation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Hein. Donc, c'est une grosse responsabilité. Donc, bonjour Julien. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Et Kevin Léry, qui lui est Marketing Manager France chez Gameloft, que je n'ai peut-être pas besoin de vous présenter, qui est un éditeur de jeux prestigieux avec des succès internationaux. Donc, merci à tous les 3 de nous consacrer un petit peu de temps. Je vais vous demander de vous présenter très rapidement en nous rappelant l'année de votre diplôme, le stage de fin d'études de 6 mois en Master 2 que vous avez fait à l'époque, et puis très rapidement nous brosser votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc Maria, peut-être, si vous voulez bien commencer. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai été diplômée du CEP en 2005. Ça fait quelques temps déjà. J'ai commencé mon parcours professionnel en stage avec le CEP dans une société de production d'animation, donc de dessin animé à Paris. Grâce au réseau d'ailleurs, parce que c'était un ancien étudiant du CEP qui était déjà infiltré dans la société. J'y ai passé 4 ans en tant que responsable licensing, les licences. Donc, on commercialisait les droits dérivés des séries et des dessins animés sur divers produits, des jeux, l'édition, jeux vidéo aussi. Et par la suite, j'ai intégré DZ et le groupe Jumbo DZ. Donc, comme vous disiez, c'est un fabricant de jeux et jouets européens. Qui fait 100 millions d'euros au niveau européen. Et au niveau France, vous connaissez peut-être le catalogue des jeux Nathan. C'est des jeux éducatifs. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Hein. J'ai commencé en 2008 quand j'ai rejoint l'équipe de Jumbo DZ en tant que responsable marketing et communication pour la France. Puis, au bout de 3 ans, j'ai repris le développement produit des jeux Nathan. Et depuis l'année dernière, maintenant, je suis aussi du coup responsable plateforme digital marketing du groupe européen, où du coup j'interviens sur le développement des nouvelles plateformes et aussi un peu de coordination sur tout ce qui est marketing digital.
Donc voilà à peu près le parcours et on a plusieurs marques donc dans notre catalogue, les jeux Nathan qui sont assez connus en France, mais aussi du coup les jeux Goula, Disette, on a Jumbo aussi qui sont des puzzles et des jeux stratégiques pour adultes. Donc c'est l'univers des jeux de société, des puzzles, jeux et jouets éducatifs. Voilà. Merci beaucoup, Maria. Donc, je vais demander à Julien rapidement de brosser son parcours aussi. Alors moi, j'ai été diplômé en 2006, l'EM. J'ai fait mon stage de M2 chez Playmobil France. Grâce à ce stage décroché par le CEP de la formation, j'y suis resté 8 ans chez Playmobil. À la suite du stage, l'aventure a pu continuer. Alors moi, du coup, j'ai basculé côté commercial. J'ai quitté le marketing, mais j'ai basculé. Ça a été mon histoire et comme ça que ça s'est passé. En gardant quand même tout un socle que j'avais acquis, ça m'a permis d'y basculer. Je suis passé donc chez Playmobil comme commercial terrain sur la région Rhône-Alpes. Le stage était Playmobil France à Paris. Je suis arrivé dans la région plutôt Rhône-Alpes pour démarrer sur 4 ans un poste de responsable de secteur. Je suis passé responsable grand compte pendant 3 ans en m'occupant de centrales un peu toutes les profils, hypermarché, grande surface spécialisée, internet et grossiste. Et au bout de 8 ans, j'ai quitté Playmobil pour passer chez Smoby Toys, donc dans les marques les plus connues, Smoby forcément, le plus gros fabricant de jouets fabriqués en France. Et Majorette, que vous connaissez sûrement avec les petites voitures, et aussi les marques les produits de la marque Simba, qui est l'actuel propriétaire de Smoby. Je suis rentré responsable grand compte également pendant 3 ans. Je suis passé channel manager pendant 1 an, c'est-à-dire que je m'occupais du circuit web et du circuit spécialiste uniquement. Et depuis 3 ans, j'ai pris la direction commerciale de Smoby Toys, donc pour la France. Et donc, j'ai en charge le développement commercial, du chiffre d'affaires, des négociations commerciales, l'encadrement des responsables de compte et la négociation internationale. Merci Julien. Donc, je vais demander à Kevin de nous retracer aussi son parcours depuis sa dernière année d'études au CEP. Il n'y a pas le son, Kevin. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là, c'est parfait. Super. Donc, je disais, moi, je suis issu de la promotion 2015, si mes souvenirs sont bons, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai donc suivi l'intégralité du parcours master au CEP. Et à l'issue du Master 2, j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle la Walt Disney Company. Donc, basé à Paris. Ça a été une expérience très enrichissante, notamment parce que j'avais 2 casquettes. Une première qui était très axée jeux vidéo, donc tous les jeux vidéo que produisait Disney à l'époque. Et deuxième casquette qui était donc sur la marque Disney Store et le site web disneystore.fr. Donc, il s'agissait d'apporter un support marketing aux différents magasins, pardon. Et pour la casquette jeux vidéo, c'était apporter un soutien sur les lancements des jeux vidéo mobiles et également consoles. Et suite à cette expérience, j'ai continué dans le jeu vidéo, étant un passionné de jeux vidéo déjà depuis très longtemps maintenant. Je suis donc rentré chez Gameloft. Alors Gameloft, c'est un leader dans l'édition et le développement de jeux vidéo sur mobile historiquement. Pourquoi historiquement ? Parce qu'aujourd'hui, la société a vocation à distribuer ses jeux sur d'autres plateformes, que ce soit la console, PC, mais également tous les services de cloud gaming qui sont en train d'émerger actuellement. Gameloft, c'est une entreprise qui a été fondée en 2000 et qui appartient aujourd'hui au groupe Vivendi. Vivendi, c'est une très grosse structure qui regroupe à la fois les marques comme Canal, Havas, Universal Music, Dailymotion et Gameloft notamment. Et depuis peu, Editis, le groupe d'édition. Et aujourd'hui, le groupe, en tout cas la société Gameloft, c'est près de 3600 collaborateurs dans le monde. Donc on a des studios qui sont un petit peu tout autour du globe, ainsi que des bureaux commerciaux. Le siège est basé à Paris. C'est 70 millions d'utilisateurs, de joueurs actifs par mois, donc c'est dans le monde, donc c'est très important.
Le temps moyen de nos joueurs, c'est 27 minutes de jeu quotidien par jour sur nos jeux. On a des marques que l'on développe, donc des franchises que l'on développe en propre, des franchises telles que Asphalt, Dragon Mania Legends, Dungeon Hunter, mais on a également des jeux développés sous licence avec de très gros licenciés tels que Disney, Universal. On retrouve également Paddington. Donc un portefeuille de jeux très très large qui s'adresse à la fois aux casual gamers et aux core gamers. Alors, merci Kevin pour cette présentation. Du coup, moi, je voulais simplement souligner que le marketing digital, évidemment, c'est la pratique aujourd'hui du marketing en général, mais ça reste un terme quand même valise qui recouvre une très grande variété de pratiques, d'enjeux marketing dans différents secteurs, dans différents types d'entreprises. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous avoir tous les trois, parce qu'en fait, dans votre activité, le marketing digital ne recouvre pas en fait tout à fait les mêmes pratiques et les mêmes missions. Donc peut-être Maria, vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement votre travail au niveau là aussi européen, international en tout cas, en lien avec les plateformes, puisque vous êtes le lead marketing ou le lead plateforme pour tout ce qui est marketing digital. Donc je vous laisse nous décrire un peu vos activités au quotidien. Oui, déjà, je voulais relever que c'était vrai, hein, on met du digital partout aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça peut être un périmètre assez large hein, parce que c'est quelque chose qui est assez incontournable. Hein. Aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, on a des projets digitaux qui concernent les services vente, customer service. C'est assez large. Mais pour ce qui concerne effectivement le marketing, moi, je suis plutôt orientée du coup sur les marketing digital. Ça concerne notamment les campagnes de marketing. Donc, c'est tout ce qui est pub, promotion, médias et support. Donc, moi, mon rôle aussi, c'est d'essayer de mettre de la coordination dans tous les messages qu'on va passer en Europe sur nos produits, sur nos marques, et de développer du coup des plateformes qui soient adaptées aux besoins et aux usages de nos cibles, quoi. L'atout que j'avais là-dedans, c'est que j'ai une bonne connaissance grâce au socle des formations, la formation fondamentale qu'on avait eue sur les produits de l'enfant, qui était quand même centrée sur une cible assez particulière. Et c'est vrai que quand on parle de digital et sur la cible enfant, on doit prendre aussi des précautions d'usage, hein, parce que les enfants, les écrans, voilà, c'est un sujet qui est sensible. Ouais, exactement. Donc, moi, l'atout que j'avais là-dedans, c'est que j'avais du coup cette base qui était avec des enseignements très fondamentaux, de la psychologie de l'enfant jusqu'à forcément le marketing, les médias, le commerce, les produits, le packaging, mais c'était aussi un socle très large, quoi. Donc, ça nous apporte une connaissance du coup de la cible qui nous crée du coup un avantage un peu spécifique sur la connaissance des familles, parce que c'est pas que l'enfant, c'est aussi les familles, les parents. Donc ça, c'était un vrai atout pour moi, et aussi le fait que les choses bougent beaucoup dans le digital. Moi, à l'époque où j'ai fait la formation du CEP, la plupart des réseaux sociaux n'existaient pas, donc donc c'est vrai que j'avais ces fondements-là. Et après, c'est vrai qu'il faut pas hésiter aussi à continuer de s'enrichir et d'apprendre. Et c'est vrai que j'ai appris tout au long de mon parcours aussi professionnel avec ce socle de formation que j'avais. Mais aujourd'hui, ouais, je suis surtout en charge du développement sur les fonctionnalités surtout d'usage des familles et des enfants, de quoi ils ont besoin aujourd'hui comme support, mais aussi au niveau industriel, au niveau du business. Nous, on est fabricants, donc on commercialise à des magasins, à des enseignes de la distribution qui sont eux aussi en train de se digitaliser. Donc, on les accompagne dans ce sens, en fait, avec des outils spécifiques, avec du contenu adapté à une commercialisation online, à travers aussi le e-commerce, quoi. Donc, les enjeux pour nous aujourd'hui, mon métier, il est surtout axé effectivement sur des plateformes e-commerce B2B, sur de la coordination marketing, du tracking, l'évaluation et la montée en compétences aussi des équipes marketing en Europe. Voilà, je les accompagne dans ce sens, en fait. Merci beaucoup, Maria, pour ces explications. Alors maintenant, Julien, on sait que le confinement du mois de mars et celui qui a suivi en octobre 2020 aussi ont fait exploser les pratiques d'achat en ligne, en particulier pour les enfants. On sait que les jeux de société ont vraiment été un des secteurs qui a permis aussi aux familles de supporter le confinement et de pouvoir jouer ensemble, de recréer des liens, de se détendre dans un espace confiné. Donc, quand on
on est directeur des ventes et que effectivement le canal, on va dire e-commerce, prend beaucoup de puissance et d'ampleur dans les contacts, à quoi sert le marketing digital dans ce cas-là? Surtout dans un secteur d'activité où 60% des ventes se font sur les 6 dernières semaines de l'année. Voilà, donc c'était quand même un gros enjeu. Alors Julien, on ne t'entend pas? Voilà. L'année, je l'avais coupé pour être. Oui. L'année 2020, c'est 3 mois de fermeture pour le circuit spécialiste et 1 mois de fermeture pour le circuit d'hypermarché au mois de novembre. Et ces 2 circuits-là pèsent à peu près 80% du marché. Donc le digital, le business qui se fait dans le jouet, donc moi j'ai vraiment dans le jouet traditionnel, c'était 20-22% du business français, ce qui est assez faible par rapport à d'autres acteurs, d'autres pays européens qui montent à 35, 40, 45%. L'année 2020 a considérablement accéléré les choses avec très certainement un recrutement, un gain de part de marché où le web, le digital est dans une situation qu'ils auraient pu prévoir à 3-4 ans. Ça a été vraiment extrêmement rapide en recrutement, en solutions pour le consommateur et pas que sur du web, pas que sur de l'online traditionnel, mais toute la partie drive, click and collect, etc. a fait un bond en avant. Donc dans cette situation-là, moi ma fonction et nous chez Smallbitals, on est impérativement obligé d'aller comprendre ces choses et ce phénomène. On n'était pas en retard de compréhension, on était plutôt dans le bon tempo. Moi, j'ai évolué dans un secteur où le digital a du retard, d'une manière générale, surtout sur des clients traditionnels, même sur des monstres comme Carrefour ou Leclerc, si je parle de grandes surfaces alimentaires, qui sont des géants de la distribution, il y a énormément de retard. Donc, il faut à la fois nous comprendre l'évolution du e-commerce et du digital, en allant fouiner et en allant s'adapter et aller comprendre, utiliser des leviers qui existent de plus en plus nombreux pour coller à la digitalisation et aussi à la vitesse des très gros comme Amazon ou Cdiscount, et à la fois effectivement aider et suivre tous nos clients dont on est très dépendant en termes de chiffre d'affaires, qui effectivement basculent eux vers un mode digital. Il faut surtout pas rester dans son environnement et se dire le jouet se vendre en magasin et puis le digital finalement ne fera pas grand chose. Tout ça c'est éphémère. Donc c'est évident que ce n'est pas le plus gros circuit aujourd'hui. Si je prends mon secteur, je ne sais pas si le deviendra un jour parce que le retail et le physique dans le jouet en tous les cas reste très important en France avec un attachement fort au magasin de jouets. Mais il y a clairement une accélération où le web a pris 5, 6, 7 points de part de marché en un an et pourra aller friser 35% de part de marché très certainement horizon à fin de l'année 2021. Voilà, donc moi c'est ça que je peux apporter comme témoignage en tous les cas sur ce circuit-là. Il est clair qu'il y a une remise en question et l'investissement là-dessus sur ce circuit-là, ils sont absolument stratégiques pour le futur très très proche. Ouais, micro, tout. Inès, autour de moi, ouais. Pardon, j'ai coupé le son moi aussi. Non, je disais merci Julien. Donc c'est aussi une transformation, le digital marketing, sur tout ce qui est trade marketing, relations justement B2B avec les distributeurs, etc. Ça prend une place très importante. Ça prend une place très importante et ça devient à tout niveau chez nos clients qui ont une méconnaissance de tout ça. Absolument la course parce qu'il faut rattraper ce retard en termes de connaissances, ne serait-ce qu'un terme, le champ lexical, il est pas du tout maîtrisé. Mais ça veut dire qu'il y a des réunions où nous on est plutôt formés parce qu'on s'est mis dedans
pour notamment suivre des bêtes comme Amazon. Et on se rend bien compte que chez certains clients, ils ouvrent un bouquin. Mais ça veut dire quelque part qu'il y a aussi des opportunités pour des diplômés qui apportent cette compétence. C'est incontestable que s'il y a un circuit de distribution où il y a un avenir absolument assuré en termes de business, de commerce, c'est celui-ci qui va continuer et délivrer, et pas forcément sur des cibles jeunes, puisque le confinement en 2020 a énormément bousculé les codes sur des cibles qui n'achetaient pas et qui ne passaient pas par le circuit digital, et avec beaucoup de freins et beaucoup de scepticisme, et qui ont fait le pas parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont été recrutés et aujourd'hui ils sont convaincus. Merci Julien. Donc là, je voudrais poser la question donc à Kevin qui travaille dans l'univers des jeux vidéo. Pouvez-vous nous expliquer un peu les enjeux du marketing digital, à la fois pour recruter de nouveaux joueurs quand on lance effectivement un jeu sur le cloud gaming, etc., mais aussi pour peut-être améliorer l'expérience du joueur. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes marketing, et dans le jeu vidéo, on pratique différents types de marketing digital. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu tout ça? Effectivement, moi qui évolue dans le secteur du jeu vidéo et plus particulièrement du jeu vidéo mobile, comme je disais un peu plus tôt, historiquement, Gameloft développe des jeux mobiles. Effectivement, aujourd'hui, il faut d'abord contextualiser un petit peu le marché. Aujourd'hui, le jeu vidéo a à peu près une quarantaine d'années. Il a connu une véritable explosion et accélération à partir des années 90. Et aujourd'hui, le jeu vidéo concerne à peu près 3 milliards de joueurs dans le monde et pèse à peu près l'équivalent de 160 milliards de dollars en termes de revenus, tout business confondu dans le jeu vidéo. En France, on est sur des données un peu plus faibles, ce qui est normal. Ça représente à peu près 36 millions de joueurs en France. Avec un chiffre d'affaires relativement important également. Et effectivement, dans tout cet écosystème du jeu vidéo, il y a énormément d'acteurs, d'éditeurs, de développeurs, que ce soit des gros studios, des grosses maisons d'édition, mais également des développeurs indépendants. Et la grande difficulté va être d'aller chercher des nouveaux utilisateurs, donc des nouveaux joueurs pour nos différents titres. Et donc, l'utilisation du digital est juste simplement naturelle, parce que le jeu vidéo est très lié à l'explosion du digital de manière globale. On est sur les mêmes générations globalement de personnes. Et aujourd'hui, tout ce public-là, toute cette audience, elle est présente, c'est sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, par exemple. Elle utilise largement les autres médias que sont la TV, le cinéma en streaming, la vidéo en streaming, la musique également. Et donc aujourd'hui, nous, la grande difficulté, c'est d'acquérir un maximum de joueurs afin de maximiser le nombre de téléchargements d'un jeu pour assurer ensuite une rentabilité du jeu. Qui plus est, sur le jeu mobile, le business model qui préfigure est le freemium, donc c'est-à-dire que le jeu va être gratuit en quelque sorte au téléchargement, en tout cas à l'acquisition, et ensuite les personnes vont être amenées à dépenser dans le jeu, ce qui concernera ça, la rétention. Donc j'en parlerai dans un second temps. Donc l'acquisition, nous, en tout cas chez moi, ce qui me concerne chez Gameloft, aujourd'hui, elle m'oblige à toucher un petit peu à tout, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois avec des influenceurs, que ce soit sur des plateformes comme YouTube, comme Twitch, qui explosent en ce moment. On va également aller travailler sur des plateformes comme Instagram. Tout ça avec un objectif commun, mais avec des approches différentes, parce qu'on va essayer d'adapter nos différents messages en fonction de la cible et de la plateforme. On va également beaucoup travailler avec les médias spécialisés. Aujourd'hui, la presse papier, en tout cas dans le secteur du jeu vidéo, n'existe quasiment plus, malheureusement. Elle est 100% digitale. Donc on travaille beaucoup avec ces acteurs-là pour pouvoir donner un maximum de visibilité au titre. On va également travailler sur de l'achat d'espace, on va dire un peu plus traditionnel, classique. On va organiser des campagnes d'acquisition pour aller justement recruter ces nouveaux joueurs. Et toute la spécificité se passe dans la segmentation des cibles.
Aujourd'hui, on a des jeux, en tout cas chez Gameloft, on a un portfolio de jeux qui s'adresse à différents types de joueurs. On va aller du casual gamer, c'est-à-dire le joueur qui va jouer de manière très occasionnelle, au core gamer qui va lui jouer de manière très régulière, voire peut-être quotidienne, sur des durées beaucoup plus longues. Et parmi ça, on va aussi avoir des typologies de joueurs en fonction des typologies de jeux, des différents gameplays. Et donc, toute la stratégie, c'est de pouvoir récupérer un maximum de données sur ces différents joueurs. Ça va passer par des données first party qu'on va produire nous en interne. Donc, on a des équipes spécialisées qui vont organiser des études, des sondages auprès de notre base de joueurs, mais également auprès d'une audience hors Gameloft. On va également travailler beaucoup sur les bêtas. Donc les bêtas, c'est lorsqu'un jeu est en phase de production, on va le mettre à disposition sur un marché, souvent un petit marché dans le monde, et on va tester en conditions réelles le jeu, ce qui va nous permettre de récolter un maximum de données à la fois techniques, savoir pouvoir détecter les différents bugs, par exemple, mais également analyser le comportement du joueur au sein du jeu. Alors même si le jeu n'est qu'en phase de production, cela permet quand même de récolter un maximum de données. On va également travailler beaucoup avec des études qui sont faites par des instituts et qui nous permettent ainsi de définir différents clusters d'audience auxquels on va pouvoir adapter un message spécifique par rapport au jeu. Typiquement, je prends un exemple d'un jeu qu'on a sorti il y a quelques temps qui s'appelle Lego Legacy, qui est donc un jeu sous licence Lego. Et on a pu identifier différents clusters qui nous ont permis d'adapter un message en fonction, par exemple, des personnes qui étaient des fans de Lego, adapter un message aux personnes qui étaient fans des jeux d'action-aventure, ce qui est le gameplay du jeu, et ainsi de suite. Et comme ça nous permet d'aller acquérir ces différents joueurs. Et bien sûr, l'objectif, ça va être de les acquérir au moindre coût. Donc, il y a aussi une part de négociation lorsqu'on travaille avec ces acteurs, chose que je n'avais pas forcément dans mes compétences, mais on apprend à l'avoir sur le terrain. Donc, on essaie de négocier des emplacements, des prix pour pouvoir ainsi bénéficier le ROI, donc le retour sur investissement de notre campagne. Et ensuite, pour finir rapidement, il y a ce qu'on appelle la rétention des joueurs. C'est qu'une fois que ces joueurs sont dans nos jeux, il faut les garder. Donc ça peut concrètement se traduire par des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités, mais également des mises à jour de contenu, des partenariats avec des marques afin qu'on puisse offrir des expériences aux joueurs. Donc voilà, tout ce type de choses. On ne vous entend pas, Inès. Il va falloir que vous rétablissiez votre micro, Inès. Pourtant, on fait les... Oui, à chaque fois. On a eu des consignes pour faire le micro. Oui, c'est vrai. Non, je voulais vous remercier pour évidemment ces illustrations. Évidemment, vous avez 3 parcours très différents, dans des univers différents aussi en termes de quotidien, de négociation, de la place du marketing dans les relations commerciales, etc. Et je pense que ça montre aussi la variété en fait des missions auxquelles ce type de diplôme peut conduire. Et je voulais vous demander, pour faire le lien maintenant un peu avec les questions qui apparaissent sur le chat, mais continuer à la fois répondre aux questions qui arrivent et puis vous demander votre avis à vous aussi. Ma question, c'est est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, est-ce que la spécialité que vous avez acquise au CEP, donc c'était des produits jeunesse, on va dire, ou en tout cas l'expérience du marketing jeunesse, est-ce que ça a été une clé d'entrée dans le monde du travail de votre point de vue? Est-ce que cette spécialité vous a facilité votre insertion professionnelle? Alors là, je vous laisse répondre. Hein, celui qui veut... Maria, elle a déjà un peu dit, donc elle a déjà un peu expliqué. Peut-être que Julien... Moi, j'ai été, à l'époque, moi je suis sorti d'un BTS Action Commerciale qui doit être maintenant l'équivalent, ça doit être MUC, je pense. Très classique, hein, pas d'alternance, tout ça. Moi, on m'avait déconseillé vivement de venir au CEP parce que c'était trop spécialisé et j'allais m'enfermer dans une niche, etc. Il s'avère que j'ai fait ce que j'ai voulu, donc j'ai choisi le CEP et j'ai quand même tenté. Et en plus, je visais ça. Je suis pas venu parce qu'il fallait continuer. Moi, c'était ça qui m'intéressait, mais on m'avait quand même assez déconseillé parce que c'était trop spécialisé. Au final, c'est une erreur de penser ça.
parce que quand il a fallu basculer, trouver un stage, etc., et surtout après rentrer dans le marché du travail, moi j'y suis resté. De Playmobil, je suis resté chez Playmobil. On était une promo de 25-30, je ne me souviens plus. Je dirais qu'il y a 70% des gens qui ont basculé dans le secteur et dans un CDI et dans le métier et dans le monde du travail. Alors certains ont fait un bout de stage, un bout de truc pour faire le joint. Enfin, on s'est tous débrouillés. À l'époque, ça fonctionne comme ça. Mais au final, on a tous abouti. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait une vraie forme de crédibilité à se présenter avec quelque chose d'extrêmement spécialisé. Et avec le recul, si aujourd'hui je dois quitter le secteur, ce qui arrivera certainement un jour, je suis sûr que c'est quelque chose qui peut complètement être valorisé en disant, OK, c'est spécialisé, mais il y a quand même tout un socle où on ne fait pas que parler du produit de l'enfant, ou je ne sais quoi non, il y a quand même un socle et des bases qui permettent d'aller derrière, il faut une adaptation, enfin ça c'est la qualité de chacun, aller utiliser ça pour aller évoluer sur d'autres secteurs et puis s'adapter aux nouvelles choses. Donc sans passer de pommade, et c'est pas mon genre et je serai pas là. Non, moi, clairement ça m'a permis d'être crédible et d'aller derrière se valoriser par rapport à d'autres candidats qui étaient en face de moi en disant on a peut-être, les autres ont sûrement plein de qualités, moi j'en ai peut-être une de plus, c'est que je sais un tout petit peu plus, voire bien plus de quoi je parle si on parle de l'enfant, du média, du plurimédia, de l'entertainment, de tout ça. D'accord. Voilà. Merci Julien. Kevin a une petite réflexion là-dessus. Micro. C'est ton tour, Kevin. Est-ce que c'est bon? Ouais, vous m'entendez? Je rejoins un peu Julien sur ce qu'il disait à la fin. Effectivement, à compétences égales avec des personnes qui auraient effectué effectivement un master marketing très généraliste, effectivement, nous, on a une compétence en plus. Et moi, je l'ai vite remarqué, c'est que lors de mes différentes candidatures pour des stages ou mon emploi actuel, c'est que forcément, ça intrigue au premier abord parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des formations aussi spécialisées sur des sujets, que ce soit le plurimédia, le licensing, mais également tout ce qui touche de près ou de loin à l'enfant. Et moi, ça m'a aujourd'hui ouvert de belles portes dans des sociétés auxquelles je n'aurais jamais pensé pouvoir rentrer. Je pense à Disney notamment, qui est forcément, Disney, comme on connaît tous, s'adresse principalement à une cible très jeune, mais également pour le jeu vidéo. Et avant de rentrer au CEP, c'était des marques des sociétés auxquelles je ne pensais jamais pouvoir, en tout cas, jamais me tourner. J'avais un lien parce que j'étais consommateur de ces produits-là, mais j'avais pas plus d'appétence que ça pour travailler dans ces industries-là. Et finalement, c'est ma formation au CEP, donc pendant ces 2 ans, qui m'a permis de découvrir toutes ces sociétés un peu plus en profondeur au travers des différents travaux qu'on a pu faire et de vraiment découvrir une appétence pour ces médias, pour les médias du divertissement, pour la cible jeune. Aujourd'hui, je suis dans le jeu vidéo, mais je n'exclus absolument pas le fait d'aller travailler dans une autre industrie, toujours en restant dans ces cibles-là, dans ces eaux-là, que ce soit l'industrie de l'édition, de la télé, du cinéma, par exemple. Et aujourd'hui, tout le socle de compétences que j'ai pu acquérir au cours de ces 2 années m'a largement servi pour mes différentes expériences. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure aussi, au fur et à mesure de nos apprentissages. Mais ces compétences pluridisciplinaires m'ont permis de pouvoir accéder ensuite à des postes qui sont aujourd'hui à responsabilité dans des sociétés que j'ai choisies et que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Merci. Merci Kevin pour ce témoignage là aussi. Donc là, on comprend bien que le marketing digital, c'est tous les masters en marketing font du marketing digital, sauf qu'il y a marketing digital et marketing digital. En tout cas, c'est un must-have. Tous les étudiants qui font du marketing, qui veulent être diplômés en marketing, vont faire du marketing digital. Ma question maintenant, ce serait quelles autres compétences faut-il développer en plus pour finalement avoir à la fois pouvoir s'intégrer facilement en stage de fin d'études pendant 6 mois à une équipe qui travaille sur des enjeux de marketing digital, mais aussi pouvoir évoluer ensuite dans sa carrière. Alors peut-être que Maria là peut nous faire part un peu de son expérience.
Oui, clairement, moi, il y a des choses que j'aurais pas pensé. Par exemple, j'ai fait du droit au CEP, ça m'a beaucoup servi. J'aurais pas imaginé, mais c'est que dans une activité professionnelle, le droit, les contrats, voilà, c'est quelque chose qu'on aborde forcément à un moment. J'ai eu aussi les langues, mais forcément, le CEP, c'était ma première expérience où j'avais des cours en anglais, donc c'était un gros challenge personnel. Et j'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, je parle pratiquement plus français de la journée, donc je suis à moitié en espagnol, à moitié en anglais. Donc c'est vrai que les langues étrangères aussi, en termes d'évolution notamment, c'est indispensable. Et après, dans les compétences, enfin, après il y a le côté aussi opérationnel, mais ça aussi c'est des choses qu'on aborde, qu'on a abordé au CEP. Hein, c'est le fait d'avoir ce langage, ce lexique, le côté relation avec les entreprises qui est assez fort, où il y a des intervenants professionnels. Ça aussi, on acquiert en fait des réflexes, du vocabulaire, des mécanismes et une espèce de culture aussi de l'entreprise, hein, et du secteur qui font que on peut faire la différence en fait. Au-delà du socle de formation de base, c'est des choses importantes et nécessaires. Pardon, j'allais apprendre la suite de Maria, mais Vas-y. le micro est tant pis, moi, moi, je te rejoins sur la langue étrangère. Les cours en anglais, j'étais quand même pas un génie en anglais, et effectivement, c'était assez nouveau. Moi, je parle pas anglais toute la journée, mais je parle tous les jours, et j'écris tous les jours. C'est évident que ça, c'était quelque chose qu'il faut avoir. Moi, ce qui m'a frappé avec le recul, c'est qu'on touchait quand même énormément de domaines, qu'on allait quand même de domaines, des domaines de développement de l'enfant, le développement cognitif de l'enfant, le droit de l'enfant, la sociologie, j'essaie de me rappeler, mais il y avait aussi le commerce extérieur. Enfin, on touchait énormément de champs, avec parfois un truc que je me disais, mais on en fait bien beaucoup et tout ne me passionnait pas. Et là, je suis désolé, mais avec le recul, maintenant j'ai le droit de dire. Mais avec le recul, ce mélange et cette pluralité fait que je suis arrivé dans le milieu de l'entreprise avec cette espèce de vision où tout était un peu touché dans tous les sens, avec un niveau de connaissance non pas extrême, mais en tous les cas, je savais de quoi je parlais sur à peu près tous les sujets. Et aujourd'hui, donc ça m'a mis à l'aise du coup quand je suis arrivé dans l'entreprise. Et quand aujourd'hui je suis amené à recruter de nouveaux collaborateurs ou évoluer ou chercher du monde, moi c'est quelque chose que je recherche, parce que retrouver quelqu'un qui est extrêmement spécialisé dans un truc, mais qui, dès qu'on va déborder un peu de sujet ou qu'il faut sortir du cadre pour trouver une solution, là, ça devient compliqué. Bah, donc, et c'est ça, avec le recul, ça m'a quand même un peu assis après un BTS où je sortais du bac, le truc, donc un bac plus 2, où j'étais un peu très scolaire. Bon, là, ça m'a un peu ouvert les poumons pour. Merci pour ce témoignage. Kevin. Je vais rejoindre Julien et Maria sur le fond, parce qu'effectivement, pour moi, au-delà du socle de base, ça a été une ouverture d'esprit, de voir autant de champs d'action, que ce soit le e-commerce, le commerce international, le développement de l'enfant. Aujourd'hui, moi, dans mon quotidien, je ne fais pas que du marketing digital. Comme disait Maria, il m'arrive également de toucher à du droit. Alors, on a des juristes, mais j'échange avec eux et de savoir de quoi on parle, c'est bien. De même pour d'autres sujets, que ce soit le licensing, et de voir autant de choses pendant ces 2 années, effectivement, ça m'a permis aujourd'hui, j'en ai déjà convaincu à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, c'est qu'on arrive armé dans une entreprise, même si on n'est pas hyper spécialisé sur un sujet, on sait de quoi on parle et on peut parler avec tous les services d'une même société. Et ça nous aide à avancer beaucoup plus vite que d'être simplement cantonné à une ou deux connaissances ou compétences. Bien évidemment, c'est des choses à développer après au fur et à mesure des expériences. Mais moi, aujourd'hui, j'en suis convaincu que ça a largement favorisé à ouvrir ma culture d'entreprise, m'intéresser à d'autres choses que ce que je faisais initialement, qui était du marketing ou de la communication. Et je sais que demain, si je veux changer d'entreprise ou de secteur, et peut-être même de métier aussi, c'est pas impossible, me tourner peut-être plus vers du licensing ou autre, et ben je sais que je serai armé parce que j'aurai déjà toute cette base derrière moi qui m'aurait été transmise pendant ces 2 années, en tout cas en partie.
Donc plutôt positif, oui, sur tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors, pour répondre aussi un petit peu au chat, on a des questions qui arrivent par le chat, je pense qu'il est important d'expliquer que en Master 1, on intègre 60% d'étudiants, la promo actuelle, hein, c'est 60% d'étudiants de Master 1 qui n'ont jamais fait de sciences de gestion avant d'intégrer le CEP. Donc, ils ont fait des licences de psychologie, de sociologie, de langues étrangères appliquées, de droit privé, droit fondamental, information, communication, voilà. Et ça, alors 40% de la promotion a fait de la gestion préalablement, mais ça, je crois que ça fait aussi la dynamique pédagogique du Master 1, c'est que en fait, on se confronte, on découvre des étudiants qui ont une autre culture. On a eu des étudiants qui avaient fait des parcours, par exemple, art du spectacle, hein, qui vont se retrouver au milieu de la promotion à échanger sur différents dossiers avec des étudiants qui ont fait de la gestion, d'autres de la sociologie, de la psychologie. Bon. Et est-ce que cette richesse des relations entre étudiants, je pense que c'est aussi une force de ce diplôme. Donc, est-ce que là-dessus, vous pouvez très rapidement nous parler un peu de vos souvenirs, des débats, Alors évidemment, on vous soumet des cas sur lesquels il n'y a pas une solution forcément immédiate à trouver, mais c'est plutôt pour apprendre à argumenter, apprendre à échanger avec les autres. Est-ce que vous gardez un souvenir de ce passage-là ou de ces moments-là lors de vos études au CEP? Moi, j'ai un souvenir, c'était lors de ma promo, on avait intégré des étudiants chinois. Et pour moi, ça a été d'une grande richesse dans les échanges. Le niveau culturel aussi, mais, oui. Ouais, mais ça a été, on a gardé contact d'ailleurs, mais ça a été très riche et d'ailleurs très utile pour la suite dans mon parcours professionnel parce que les fabricants de jouets aussi, on a quand même quelques attaches en Chine avec quelques produits qu'on fabrique toujours là-bas. Donc c'est vrai que moi, ça avait été au niveau personnel, c'est vrai que c'était très enrichissant ce mélange qu'on avait effectivement de profils assez différents. D'origine et c'était un très bon mélange et c'est vrai que ça crée une dynamique en fait, ça crée une certaine émulation parce que on a aussi des projets de groupe et du coup on est très complémentaires en général dans ces cas de figure. Ouais. Moi je sais pas si ça se fait encore mais je m'en rappelais plus du tout mais tu me réveilles un truc là. On faisait du théâtre, on avait fait ça. Alors c'était au tout début quand on démarrait parce qu'après on arrêtait assez vite ces choses-là. Mais on avait fait, je me mémoire, pas du théâtre sur une scène, mais par groupe, on devait justement, on avait un thème, et il fallait organiser tout un truc avec un décor, un truc, on avait fait des accents, des accessoires. Et ça nous avait permis, on avait fait aussi de l'analyse du cinéma, quand il fallait prendre des morceaux j'avais pris Requiem for a Dream, je me souviens, avec les collègues, et on avait analysé une partie séquentielle sur le plan large, le plan truc et l'analyse de l'émotion, ce qui n'avait absolument rien à voir avec, jamais je repensais qu'on avait attaqué ça. Mais ça nous avait permis quand même, effectivement, cette espèce de brassage qui était hyper nécessaire parce que de tout la promo, il y avait quand même, sur 25, il y avait 25 points différents. Moi, je devais être le seul presque local mais autour de moi, il y avait que des gens qui venaient d'assez loin et de l'étranger, parce que Mehdi venait des Marocains. Tout à fait. Donc ça, c'est une des caractéristiques du Master 1 aussi, hein, c'est que il y a pas mal d'étudiants étrangers. On accueille souvent on a eu des Brésiliens, des Colombiens, on a eu des Égyptiens, on a eu à un moment donné des Russes aussi. Donc voilà, donc c'est assez varié. Et ça, c'est une grande richesse parce que c'est des relations qui se nouent, qui se gardent ensuite toute la vie hein, pour se suivre. On sait que les camarades d'études restent des amis hein, pour la vie. Donc ça aussi, c'est la chance, hein, puisque c'est une spécialité unique en France. Ça permet aussi finalement d'attirer des étudiants qui viennent de l'étranger pour poursuivre cette formation. Alors Kevin, un petit souvenir croustillant de ces échanges? Bon, il y en a plusieurs, hein, mais c'est vrai que moi d'avoir... Peut-être pas le jeudi soir.
Ouais, il y en a des pas mal. On censure le jeudi soir, mais le Ouais. reste, on peut le dire. Ouais, non, mais c'est vrai que, pareil, pour beaucoup de raisons, mais d'avoir des profils d'horizons aussi différents, en tout cas dans ma promo, et ainsi que des étudiants étrangers. On avait des personnes qui venaient de Chine, mais c'était surtout d'avoir des profils voilà, qui venaient de tout, de partout et nulle part, et ça a largement contribué à l'ouverture d'esprit, puis à une très forte complémentarité lors des différents projets de groupe. On voyait rapidement que chacun apportait sa petite expertise ou son petit background qu'il avait acquis au fur et à mesure de ces années d'études précédentes, et qu'on pouvait comme ça avancer en équipe sur des sujets. Alors chacun avait voilà, ses spécificités, ses forces et ses faiblesses. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, plutôt que d'avoir une sorte de promo aseptisée avec des profils qui seraient venus du même moule presque. Au contraire, moi, ça m'a plutôt... Enfin, parce que moi, pareil, je viens également d'horizons assez différents, donc je me suis un peu retrouvé dans cette promo, et je trouve que c'est une bonne chose que ça continue sur cette lancée, en tout cas. Très bien. Et donc, on a des questions, par exemple, sur l'étranger. Est-ce qu'on peut faire un stage à l'étranger? Est-ce qu'il y a des diplômés qui travaillent à l'étranger? Donc là, je voulais rappeler qu'effectivement, on a eu des étudiants marocains, par exemple. On a mis sur notre site, vous verrez une frise avec des portraits d'étudiants. Vous retrouverez Kevin, vous retrouverez Julien, voilà. Et en fait, par exemple, on a Mehdi Ansali qui a fait une très belle carrière chez Bell, donc un groupe agroalimentaire, enfin Danone, puis Bell, au Maroc, en étant spécialisé effectivement sur les produits laitiers pour l'enfant et la famille. Donc, on a beaucoup d'étudiants, un grand nombre d'étudiants qui sont à Montréal. Et c'est vraiment une communauté des étudiants du CEP qui sont à Montréal, qui ont émigré, qui travaillent chez Ubisoft et chez d'autres éditeurs, là aussi, de contenu culturel pour les enfants, par exemple. Et on a un certain nombre de diplômés aussi qui travaillent en Angleterre, par exemple, dans une entreprise de fabrication, enfin, de jouets en bois haut de gamme qui s'appelle le Toy Van, et aussi chez Pokémon Company, on a donc une diplômée qui est donc il est tout à fait possible avec ce diplôme de valoriser ces langues. Si on a fait par exemple LEA au départ, langues étrangères appliquées, Maria aussi l'a bien souligné, elle utilise tous les jours l'espagnol et l'anglais dans son travail, et donc ça ce sont des métiers dans des secteurs très globalisés, où les langues vont faciliter les échanges, vont créer de la confiance, vont créer de la proximité avec les clients, avec les fournisseurs. Et donc, c'est vraiment un atout très important à valoriser. Donc ça, c'était pour répondre aussi un peu au chat. Cette formation aussi, elle ouvre bien au-delà du jeu vidéo. C'est vrai qu'on a des étudiants, là on a 3 étudiants, il faut savoir à peu près 600 diplômés. Et si on rajoute le PAC, on doit être là aussi près de 1000 diplômés maintenant du CEP en activité. Et donc là, on se retrouve avec des étudiants qui travaillent dans plein de secteurs différents. Ça peut aller de la puériculture à l'édition jeunesse, à l'édition scolaire, à la mode, l'habillement, dans l'alimentaire. Enfin voilà, la spécialité jeunesse peut paraître comme a priori un peu étroite, mais en réalité, ça va de 0 à 25 ans, ça va de la pré-maman, la mère qui attend son premier enfant, la mère primipare, jusqu'à un jeune adulte un peu nostalgique de son adolescence, ou l'adolescent dont on parle de temps en temps. Voilà, donc nous, on va travailler sur toutes les formes de consommation qui ont un lien avec la jeunesse, avec l'enfance. Et ça ouvre énormément de possibilités dans des secteurs très variés. Alors, est-ce que vous auriez un exemple de copain de promo, justement de votre promo, chacun qui qui a un parcours original ou que vous pourriez nous citer, qui est diplômé du CEP et qui fait quelque chose de très différent de vous alors que c'est la même promotion? Nous, on était un groupe sur la promo de 25, on était un groupe de 10, on était assez soudés. Sur les 10, il y en a 3 à Montréal. Ouais. Celui d'Ubisoft était donc avec moi, CDL.
Voilà, c'est Il y en a une chez Okaidi et puis une autre dans la réalisation d'applications pour iPad à Montréal pour les enfants. oui. Donc, Ah oui. moi, je peux complètement, Laurence, je peux complètement témoigner. Enfin, toutes les gars dans ma promo, il y en a déjà, il y en a à l'étranger. Laurence Détraz, ouais. Laurence Détraz. Et puis, après, donc moi, je suis côté jouet traditionnel fabricant. Il y en a beaucoup qui sont aussi dans le jouet, mais côté distributeur, parce que ça va aussi là. Il y en a qui avaient Sonia, elle est dans le textile, elle est chez Orchestra. Il y en a dans l'agroalimentaire. Céline, avant d'être chez Okaidi, elle est passée également chez Danone à Paris. Enfin, il y en a dans le jeu vidéo, tout Entertainment avec toute la partie licence aussi, qui est extrêmement importante. Il y a il y a aussi la production de contenu. Je pense à Gilles Cochery, qui est aussi dans le côté production de contenu, production de dessins animés, lui. Donc c'est touche à tout. Hein. C'est sûr qu'il faut s'enlever l'idée que c'est uniquement du jouet. Moi, je suis peut-être même un espèce d'un exemple qui est dans un des corps de l'enfant le plus traditionnel, qui est le jouet. Mais c'est sûr que c'est qu'une seule facette, un seul secteur qui peut être touché par la formation, qui peut aller vraiment bien plus loin. Ça, oui. Maria, quelques exemples, quelques idées? Oui, encore nous, c'était les premières promos, donc on était assez tradis aussi, mais il y a effectivement chaîne de télévision pour enfants dans les collègues. Oui. Il y a aussi, j'ai Simon qui a Loisirs en chair, c'est pour les familles plutôt, donc il y a en fait, oui, c'est ça, c'est qu'il y a l'édition, il y a le manga, c'est souvent les produits culturels quand même qui dominent l'industrie, la distribution. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit apparaître beaucoup de personnes qui sont dans tout ce qui est digital, plateforme digitale, contenus digitaux. Ouais. Oui. Ça, c'est un peu la nouvelle évolution. Bande dessinée, oui aussi. Bande dessinée, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ben merci beaucoup. Donc, je voulais revenir aussi sur l'organisation des études. C'est en Master 2, on a 6 mois de cours et puis ensuite 6 mois de stage. Donc, c'est un choix qu'on a fait en lien avec les 8 fédérations professionnelles qui nous soutiennent, puisqu'on a fait pendant 2 ans l'expérience de l'apprentissage, mais finalement, ça ne satisfaisait personne. Et les entreprises nous ont demandé de revenir à une organisation de 6 mois de cours et 6 mois de stage en Master 2 pour 2 raisons. C'est-à-dire que pendant les 6 mois de cours de Master 2, on acquiert toutes les compétences pour affirmer sa spécialité et pouvoir effectivement apporter un plus aux équipes avec lesquelles on va mener des projets ensuite en entreprise. Et ensuite, l'entreprise, elle accueille un étudiant qui est totalement formé pour le stage. Il a fini sa formation et il va être parfaitement opérationnel sur des projets dans des secteurs où très souvent il y a une saisonnalité, où il y a un enjeu, l'enjeu par exemple de la rentrée, l'enjeu de Noël bien sûr, ou l'enjeu de Pâques, ou etc. Et donc tout le monde, ou dans le jeu vidéo, les rétro-planning de lancement de jeu, voilà, tout le monde est à fond sur le projet. Et en fait, c'est pas facile de gérer un apprenti qui rentre et qui sort du projet parce que du coup, il perturbe l'organisation générale. Donc, on est revenu à ce schéma classique, mais ce schéma classique a aussi un intérêt fort, c'est justement de pouvoir aller faire son stage de 6 mois à l'étranger. Donc, je pense que ça aussi, vous, dans votre expérience maintenant, entre 2 candidats, je dirais, qui se présentent pour intégrer vos équipes, vous allez regarder avec beaucoup d'intérêt un profil qui aura su s'expatrier peut-être pour un semestre de cours ou pour un stage à l'étranger. Qu'en pensez-vous ? Ouais, je confirme. Enfin, pour mon cas, Jumbo 17, maintenant, on a un groupe international, donc on a beaucoup d'interactions avec toutes les filiales du groupe qui sont en Europe, et c'est un must-have aujourd'hui de parler anglais, et surtout d'avoir cette ouverture-là aussi. C'est très formateur de partir, de voir une autre culture, d'apprendre d'une autre façon et de revenir enrichi de ça pour partager ça, quoi. Ça, du point de vue employeur, en tout cas, oui, c'est un plus aussi. D'accord. D'autres remarques ? Moi aussi, alors, les fonctions sont moins touchées, sont très France pour moi. Mais en revanche, on est 400 chez Small Toys, on est 3000 dans le groupe. Il y a des filiales un peu partout en Europe et il y a peut-être maintenant 10 ou 12 marques sous le groupe Simba, donc Small Majorette pour les plus connus. Donc c'est
si je regarde juste mon homologue qui fait l'export, le commerce export ou le marketing avec le développement de produits, parce que je suis arrivé chez Small Toys, il y avait déjà au développement de produits, on a 12 chefs de produits qui sont là pour le coup sur le développement de produits. Donc, c'est-à-dire, là, c'est très pointu, très technique. Il y a 80% de nos produits Small qui sont fabriqués dans le Jura, il y a 15-20% qui sont fabriqués en Asie, soit chez des makers, soit directement par la filiale de Hong Kong. Donc, c'est incontestable, quelqu'un qui passe par un cursus, qui est allé voir un peu plus loin que la frontière et qui a une expérience et qui maîtrise la langue, etc. C'est forcément en plus, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Et je voulais insister. Voir un critère de recrutement. Oui. C'est aussi quelque chose qui nous est demandé dans le chat, donc je voulais un peu répondre à cette question et vous en êtes des bons exemples tous les deux, en tout cas Maria et toi Julien. 50% de nos étudiants qui soutiennent leur Master 2 à la fin de leurs études, donc en septembre, après l'année de Master 2, 50% d'entre eux restent en entreprise, justement parce qu'ils ont contribué à un projet pendant 6 mois. Et si le projet n'est pas fini, eux vont rester accompagner finalement la réalisation du projet jusqu'à la fin. Donc ça permet aussi d'afficher une première expérience qui parfois est de 6 mois, mais parfois est aussi de 10 mois, de 12 mois. Donc déjà, on a un CDD, la moitié de la promotion a un CDD à la fin du Master 2. Et un autre chiffre important pour ceux qui nous écoutent, au bout de 6 mois, en général, plus de 90% de nos diplômés du CEP travaillent en entreprise. Donc ça doit quand même vous rassurer parce que ça fait 22 ans que ce master existe, qu'on a une relation très forte avec 8 fédérations professionnelles. Vous irez sur le site du CEP voir ces fédérations. On travaille étroitement avec elles pour faire évoluer aussi le contenu des cours et ça nous permet aussi d'avoir une relation directe avec les entreprises qui adhèrent à ces fédérations. Le syndicat, par exemple, des producteurs de films d'animation qui s'appelle Anime France maintenant, la fédération Jouets Puriculture, la fédération le syndicat national du jeu vidéo, etc. Donc, cette proximité avec les entreprises fait qu'on a des offres de stage, parfois plus d'offres de stage qu'on ne peut proposer d'étudiants. Voilà, donc c'était pour rassurer certaines questions. Alors voilà, je pourrais rajouter, il y a le réseau aussi des anciens étudiants, parce qu'on est assez solidaires, vu que c'est des promos à taille humaine, on continue d'échanger. Voilà, même moi, même 15 ans après, c'est toujours, on active toujours ce réseau-là, donc c'est aussi un levier pour s'intégrer. Et on le voit aujourd'hui avec la crise qu'il y a aujourd'hui, c'est parfois très difficile pour des étudiants de trouver un stage. Et là, je peux vous dire que les étudiants de M2 ont tous trouvé un stage de 6 mois, évidemment, grâce à l'appui des anciens, au réseau des diplômés, qui ne les ont pas abandonnés et qui vont leur permettre de finir leur master dans de bonnes conditions, alors que la situation est quand même difficile pour tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions qui pouvaient vous intéresser. Effectivement, il y aura des spécialistes du design de communication et packaging dans les autres webinaires aussi. De toute façon, n'hésitez pas, si c'est l'autre master qui vous intéresse aussi, nous contacter directement. Ça fera un plaisir de vous répondre, aussi de vous mettre en relation avec des diplômés. C'est exactement la même démarche, la même, je dirais, volonté de croiser différentes disciplines et de finalement proposer à un futur employeur une double compétence. Parce que quand vous avez fait une licence de psychologie, une licence de sociologie, une licence d'art du spectacle, etc., en fait, rajouter un master marketing, ça va valoriser votre parcours de licence. C'est pas une réorientation au sens où, oulala, il faut que je cache ce que j'ai fait avant, j'ai enfin trouvé ma vocation. C'est l'inverse. Je peux valoriser mon premier parcours de licence parce que ça va nourrir justement des compétences en marketing, ça va apporter des informations spécifiques aux équipes avec lesquelles je vais travailler. Et donc, c'est une manière, ce master, de valoriser aussi votre premier parcours de licence.
Et donc, je crois que c'est aussi ce qui fait la force de ce master et qui fait aussi que les entreprises sont très attentives finalement aux candidats qui ont choisi de se réorienter après un premier parcours pour aborder le marketing et apporter leurs compétences à ces univers jeunesse, famille, enfants, etc. Voilà, bah je ne vais pas déborder puisqu'on a dit qu'on serait très pro et qu'on tiendrait les, les horaires que nous nous sommes fixés. Bah je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir posé vos questions. Nous sommes à votre disposition au CEP. Vous pouvez nous écrire, nous contacter, visiter notre site web. Et je voulais remercier encore nos 3 intervenants, donc Maria, Julien et Kevin pour leur apport. Et j'espère que ça vous aura donné envie de basculer dans ce monde du marketing jeunesse. Merci à tous et on reste en contact et en tout cas, nous, on reste à votre disposition. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.